Bonjour à toutes et à tous, jeudi 24 février. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Et bonjour Vincent Fernandel. Bonjour Valérie, bonjour Gilles. Un nom qui sonne, qui réveille des souvenirs en nous et des souvenirs évidemment vous en avez et on va en reparler avec vous. Soirée hommage à Fernandel à l'occasion des 50 ans de sa disparition demain déjà que Fernandel nous a quittés. Paris Première donc à 20h55 va diffuser plusieurs films, hein, Gilles, à cette occasion. Et puis vous êtes là pour nous parler des Fables de La Fontaine que vous racontez dans un livre paru chez Fleurus Éditions. Et puis vous êtes également, vous n'êtes pas que le petit-fils de Fernandel, vous dirigez une école de théâtre, vous êtes également photographe, vous avez beaucoup de qualités et on va évoquer tout ça avec vous dans un petit instant. Gilles, la question du jour. Des fois on se casse la tête, faut qu'on soit très honnête avec vous sur la question du jour. La question du jour, c'est pas Fernandel, mais un petit peu. Ouais. En tout cas, il a l'accent de Fernandel et le visage de Louis de Funès. C'est Jean Castex, là, c'est un peu le mélange des deux. Pas mal, Gilles, pas mal. Et donc ce soir, il va encore faire de la télé. Vous savez, il s'invite comme ça. Tous nos jeudis sont occupés par Jean Castex à 18h. Est-ce que vous allez suivre cette conférence de presse de Jean Castex? Nos auditeurs commencent à voter sur le compte Twitter de Sud Radio. Et oui à 19%, non à 81%. À chaque fois qu'on pose la question... Ouais, ils disent non, mais les audiences sont fortes en règle générale. On va voir s'il va faire des annonces. Là, ils vont être que deux. Ils vont être apparemment lui et Olivier Véran. D'accord. Écoutez, on verra. Ça dépend, c'est à quelle heure exactement? C'est 18h. Ah oui, mais 18h, c'est l'heure de l'apéro. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. C'est vrai. On ne va pas se le gâcher. Hein. Non, absolument. Donc, mais c'est le confinement à partir de 18h. C'est le confinement, donc vous êtes chez vous. Vous pouvez prendre l'apéro en regardant la télé. Mais vous savez, le monde ferme à 18h, le bar ouvre à la maison à 18h. Voilà. On va passer au zapping. Vous regardez la télé? Est-ce que vous... Alors, on va vous poser des questions très orientées. Vous regardez les vieux films Alors, vous savez, je suis très mauvais élève des médias parce que j'ai travaillé en télé pendant longtemps comme journaliste et déjà à l'époque, je la regardais peu. Et maintenant, je vous avoue que je ne la regarde pas. Il y a une chose, j'avoue que j'ai un péché mignon en replay, c'est Cauchemar en cuisine. Parce que je suis un très grand fan de Philippe Etchebest. Ah, d'accord. Et vous l'avez rencontré? Non, jamais. Et pourtant, je sais qu'on a une passion en commun qui est le rugby. Mais je crois qu'il s'en fout complètement parce qu'il a bien d'autres choses à faire. Mais je trouve le personnage extrêmement intéressant, en plus très télégénique. Il a un côté à la fois très sincère et très très vrai. Et puis c'est un acteur né, le type. Il a une présence, un charisme incroyable. Et j'avoue que c'est mon seul péché mignon médiatique. Voilà. Sinon le reste. Cuisinez? Moi, je cuisine. Oui, je cuisine tout à fait. Je fais des choses qui sont pas trop mal quand même. Pas à son niveau à lui, mais à mon niveau à moi. C'était quoi le plat préféré de Fernandel? Et il a 37 ans, son petit-fils. Et Fernandel a disparu depuis 50 ans. Mais je le sais. Vous savez tout. La chartreuse de thon qu'il faisait lui-même. Et d'ailleurs, lui et moi. C'est quoi une chartreuse de thon? La chartreuse de thon, c'est une recette provençale dont il faut avoir le secret pour bien la réussir. Et je ne vous le donnerai pas parce que moi-même, je n'ai pas le secret. C'est à base de quoi? C'est du thon avec de la sauce tomate, avec des herbes, avec de l'ail, de l'oignon. Enfin, quelque chose de léger, vous voyez. Qui se mange très facilement. Et c'était son plat préféré. Et c'est lui qui le faisait d'ailleurs. Et on a ce trait commun, je crois, lui et moi, c'est que quand on fait la cuisine, on s'y investit tant qu'il faut que personne ne soit autour. Et surtout, derrière, il faut prévoir 1 heure de ménage. Parce qu'on en met partout. Mais c'est bon. Alors, Gilles regarde la télévision. C'était une bonne question. J'attends des excuses, sinon je ne fais pas le zéro. J'ai rien dit. Vous avez critiqué. Voilà, pas du tout. Dites donc, je suis en pleine scène de ménage. Le zapping. Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping. Valérie, fini la radio et la télé pour les hommes politiques. C'est ringard, les médias mainstream, tellement ringard. Alors après notre président Macron sur Brut, Marlène sur TikTok, c'était au tour de Gabriel Attal d'être face à des influenceurs sur Twitch hier. Tutoiement obligatoire, évidemment. Je te défie d'aller dire à un jeune aujourd'hui: il n'y a pas de génération sacrifiée. Je vais aller au bout de mon raisonnement, Marie, si tu veux bien. Et tu me répondras. Moi, j'ai quand même, je pense, les 3/4 de mes potes qui me disent encore aujourd'hui qu'ils vont pas se faire vacciner parce que ce vaccin, ça fait que 1 an qu'il est développé, donc c'est impossible de savoir. Et j'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout là dans les médias pour démentir ces trucs et pour nous rassurer sur le sujet du vaccin. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que, moi j'ai l'impression de passer mon temps dans les médias à expliquer, à parler. C'est mon boulot d'ailleurs. Vous avez entendu, mais c'est pas les nôtres. Et ça dit tout sur les jeunes et la télévision et les médias. Et d'ailleurs, pour l'analyste Christophe Barbier sur BFM, derrière cette com jeune se cache une stratégie bien huilée.
Ce qu'on a vu là, c'est un échantillon de la campagne présidentielle. C'est exactement ce que j'allais vous poser. Il y a 2022 derrière tout ça. Exactement. Le vainqueur de la campagne présidentielle ne pourra pas faire l'impasse sur ce mode de communication-là. Alors sans que ça fasse artificiel, c'est toujours dangereux, en étant efficace et en amenant ceux qui écoutent ou qui participent à aller jusqu'aux urnes, ce qui n'est pas facile avec les plus jeunes. Et là, on aura un match peut-être Mélenchon-Macron. Ça a toujours été les deux plus alertes en matière de nouvelles méthodes de communication. Oui. Alors, juste préciser que Sud Radio a une chaîne Twitch, c'est ce que vient de me dire notre réalisateur Romain. Et puis, on lance un appel à Gabriel Attal parce que Sud Radio, visiblement, il a du mal à trouver le chemin. On l'invite depuis un an et il n'est jamais venu. Donc, monsieur Attal, monsieur le ministre, on vous attend. Oui, voilà. on le diffusera sur Twitch. Absolument. S'il veut, on se le fait sur Twitch. Ouais, on est sur TikTok. Il y a une auditrice qui trouve que vous avez un air de Macron et de Belmondo. De Macron et de Belmondo. Oui, c'est Maya qui nous dit ça. Alors, est-ce que je peux prendre la seconde option plutôt que la première? Est-ce que j'ai le droit, Maya? Ah bah sûrement. Bah, dites donc. Alors, Belmondo, on me l'avait déjà dit. C'est vrai. Étrangement, mais alors le mix Macron-Belmondo, ben voilà, ça doit être moi alors. Hein. Et ben voilà. C'est un sosie hybride. Voilà, les gens qui nous regardent, parce que je rappelle que vous pouvez nous suivre sur YouTube et sur Facebook. Gilles. Bon, vous voulez que je prenne le ton Twitch pour te parler, Valérie? Tu sais, tu as connu Gérald Darmanin face à Marine Le Pen. Eh bien, voilà, maintenant tu vas connaître Gérald Darmanin face à Éric Zemmour. C'était hier soir sur Paris Première et ça s'est empoigné entre Gérald Darmanin et Éric Zemmour. Et évidemment, ils se sont empoignés sur la question de génération identitaire. Vous avez trouvé nécessaire de dissoudre Génération Identitaire, qui n'a absolument aucun sujet de dissolution. D'abord, pour l'instant, Génération Identitaire ne sont pas dissoutes. Oui, vous avez proposé la dissolution prochaine. Alors que manifestement, c'est une manœuvre politique d'équilibrisme assez ridicule. Non, je ne vous laisse pas dire ça du tout. Il n'y a pas d'équilibre et je n'ai pas de leçon à recevoir d'équilibre politique sur ce point. Quand vous verrez ce que nous reprochons à Génération Identitaire, je pense qu'ils seront moins nombreux à les protéger. Voilà. On verra ce qu'on verra. Voilà. Carlito et McFly ont donc, avec leur vidéo, on reste un peu dans l'esprit Jones, dépassé les 10 millions de vues suite évidemment à un défi lancé par le président Macron. Un clip dans lequel, vous l'avez peut-être vu, Valérie, Emmanuel Macron apparaît. Oui, absolument, en Télétobies un peu. Vous m'avez tué. Vous m'avez tué en médaillon, un clip qui rend le conseiller Rudolf Granier débité, désespéré au bout de sa vie devant un tel clip. Et évidemment, ça lui a fait penser à ça. C'est totalement affligeant. C'est quelqu'un qui a voulu théoriser la fonction présidentielle comme étant sacrée. Il la discrédite en faisant ça. Vous avez vu le clip? Il y a sa tête qui est dans des nuages, on dirait un Télétubbies. Il est président de la République ou c'est un Télétubbies? Moi, je m'interroge simplement là-dessus. C'est totalement affligeant. Là, ce qu'on vient de voir, ça me fait penser... Alors, je suis plutôt fan d'un autre truc, c'est le Palmacho. Mais le Palmacho, à chaque fois, ils font des parodies. Là, on a l'impression que c'était une parodie du Palmacho, soit à quoi on a assisté, à peu de choses près qu'il y avait le président de la République française à l'intérieur. Et pour finir, hier, vous l'aviez vu, le clip Non, mais j'ai entendu parler de ce défi lancé par notre président à ces deux personnes que je ne connais pas, McFly et Carlito. Mais voilà. Vous êtes un peu vieux, pardon de vous le dire. Et oui, vous savez, je commence à être dépassé tranquillement. Moi aussi, oui. Hier, dans Top Chef, il recevait le chef espagnol Andoni Aduriz. Ah, et j'ai raté ça. Alors, en replay. Ouais. La spécialité de ce chef est de faire des trompe-l'œil de quelque chose d'immangeable. Par exemple, il fait un trompe-l'œil d'un savon. C'est immangeable, un savon. Et donc, les candidats avaient hier comme épreuve de faire un trompe-l'œil de quelque chose d'immangeable. Et un des candidats a vraiment été jusqu'au bout de l'idée. Pardon. Oui, chef. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais cuvette des chefs. 7 ans de Top Chef pour en arriver là, je suis décontenancé. C'est sûr que c'est le dernier endroit où on irait manger, donc je me dis, allez, vas-y, faut le faire. Un caca, un rouleau de papier toilette, des feuilles de papier toilette. C'est dégueulasse. Bah ouais. Et tu vas faire ça comment? Pour la crotte, je fais un crémeux chocolat 75%, avec un peu de piment d'Espelette aussi et jouet de cacao. Tu es sur un sujet très délicat, chef. Très délicat quand même. Toujours le mot pour rire, Michel Saran. Michel Saran, allez voir la séquence. Oui, non, j'avais vu dans la bande-annonce le savon avec les bulles. Je voyais pas bien l'intérêt de faire quelque chose qu'on n'a pas envie de manger, mais ça devait être très bon, j'imagine. Je ne sais pas. Vous savez, je crois qu'on vit une époque très créative. Oui, voilà. Avec un champ lexical très riche. Voilà. C'était l'hyper-créativité d'ailleurs, hein, le thème de cette année. Notre invité du jour, c'est Vincent Fernandel, donc petit-fils de Fernandel, fils de Franck Fernandel.
Fernandel, voilà. Mais je rappelle que vous dirigez une école de théâtre, que vous êtes vous-même comédien, que vous racontez les fables de La Fontaine dans un livre paru chez Fleurus Éditions. Et puis donc soirée hommage à l'occasion des 50 ans de sa disparition. Il y aura Ali Baba et les 40 voleurs qui sera diffusé à 20h55, Le Petit Monde de Fernandel à 22h35, un documentaire de Julien Dubois, et puis Topaz à 23h50. Donc c'est vraiment une soirée Fernandel. Vous écoutez la bande-annonce. Allez, on aura des extraits de Fernandel. Un faciès qui ne laisse pas indifférent. J'aime ton visage. Des zygomatiques élastiques. Quand Fernandel se voit pour la première fois à l'écran, il comprend tout de suite qu'il va pouvoir jouer sur ce physique. Félicie aussi. Mais plus qu'un visage. Il y a chez lui une capacité à sauver un film médiocre. Toi, je t'épouse. Fernandel, c'était avant tout un génie de la comédie. Il était habité par le rire. Il n'avait pas besoin d'en faire trop. Excusez-moi, Jésus. Je crois qu'on me demande au presbytère. 2 films et un doc pour booster votre bonne humeur. Soirée Fernandel, demain soir sur Paris Première. Voilà, donc soirée Fernandel, il est encore populaire. Alors c'est vrai que chez des jeunes, on en parlait un petit peu avant l'émission, ça évoque peut-être, c'est quelque chose qui est dans l'inconscient. C'est plus lointain. Mais on diffuse ces films encore aujourd'hui et à chaque fois ça fonctionne très bien. C'est vrai, c'est assez étonnant d'ailleurs, mais d'un côté je pense que ça peut s'expliquer par la chose suivante, c'est que, et ça concerne bien des acteurs au-delà de Fernandel, c'est que fut un temps pas si lointain que ça finalement, dans le cinéma, quand on écrivait pour un acteur par exemple, ou quand on n'écrivait pas pour lui même, on soignait l'ensemble, c'est-à-dire qu'il y avait un scénariste, un vrai scénariste, un dialoguiste, qui est un poste qui a quasiment disparu. Il y avait aussi des directeurs de la photographie qui savaient mettre en lumière, des metteurs en scène qui parlaient un langage de cinéma et qui savaient diriger les acteurs. C'est-à-dire qu'il y avait finalement une équipe, un collectif. Et je crois que les films qui restent de cette époque ou qui resteront même de la nôtre, ce seront justement les films qui auront eu cette qualité d'ensemble. J'ai entendu dans la bande-annonce, je ne sais pas qui c'est qui dit ça, je ne sais pas qui dit ça, parce que qui c'est qui dit ça, on dirait du Sarkozy. Mais... ou du Fernandel. Ou du Fernandel, c'est vrai. Ça dépend de l'accent. Oui, mais je ne sais pas qui dit ça donc dans la bande-annonce, mais il est capable de sauver un film médiocre. Alors ça, je vais vous dire, c'est une idée contre laquelle j'ai toujours été, et que ce soit pour Fernandel ou quelqu'un d'autre, quand on dit d'un acteur, le film est très mauvais, l'acteur est formidable, ça veut dire que le film n'est pas bon. On peut apprécier d'avoir un acteur qu'on aime, même si il n'a pas fait que des chefs-d'œuvre, mais encore une fois, dire d'un acteur, il sauve un ensemble, ça c'est pas vrai. Et ce qui en plus est pire que ça, c'est-à-dire que le travail qui a été fait pour l'acteur pour qu'on le voit est très médiocre, donc c'est dénigrer le travail des autres, mais dire heureusement qu'il est là parce qu'il est formidable. Alors ça, je vais vous dire, je suis pas très d'accord. Et il a fait que des bons films, Fernandel ? Non, mais lui-même disait, il avait une formule formidable, il n'était pas dupe de lui-même du tout. Il disait, j'ai fait beaucoup de navets, mais aussi quelques concombres. Et ce qui était vrai d'ailleurs. Mais ce qui était formidable, c'est que dès qu'il faisait un film, il pensait faire le chef-d'œuvre de l'année, quoi. Parce qu'il s'y investissait. Beaucoup. Et quand le film sortait et qu'il voyait le résultat, quand le résultat était un peu moins bon que d'habitude, il reconnaissait parfaitement que c'était pas le meilleur. Mais comme c'était un faiseur, un pragmatique, comme c'était un travailleur, au lieu d'intellectualiser et d'atermoyer sur je ne sais pas, sera-ce un échec ou une réussite, il faisait, c'était un faiseur. C'est fou, il y a beaucoup d'émotions chez nos auditeurs. Stéphane dit, l'intelligence de Fernandel était à l'image de sa bonté, que de bons souvenirs. Yves Garcia nous dit, Ali Baba et les 40 voleurs, Fernandel doublé en arabe quand j'étais petit en Algérie vers 61. Il y a beaucoup de souvenirs. C'est joli. Et c'est vrai qu'il évoque quelque chose de très positif, Fernandel, et que il apporte de la joie quand on pense à lui, on voit son sourire. Et que vous avez été élevé dans le culte ou pas de ce grand-père ? Moi, je n'ai été élevé dans aucun culte. Non, mais vous savez tout sur lui. C'est pas très loin, c'est une génération. Mais votre père, vous en parlez beaucoup ? Mais disons que moi, je sais beaucoup de choses sur l'homme. Après, sur l'acteur, j'en sais pas mal parce que c'est aussi un de mes métiers que de m'intéresser au cinéma et puis à l'art en général. Mais si vous voulez, quand on parle de Fernandel, moi, ce que je vois d'abord et avant tout, c'est l'homme. Ensuite, l'acteur m'intéresse, évidemment, mais comme m'intéressent d'autres acteurs. Mais ce que je retiens d'abord et avant tout, c'est la valeur de l'homme, c'est
la valeur humaine. C'est ce qu'il a été pour sa famille, les valeurs qu'il a transmises, le socle qu'il a mis en place et qu'ensuite mon père m'a transmis et que je transmettrai peut-être un jour à mes enfants. On ne connaît pas Madame Fernandel, c'est-à-dire votre grand-mère, elle n'a pas été beaucoup médiatisée. C'était un dragueur, c'était quelqu'un de fidèle. Comment il était avec les femmes? On a du mal à l'imaginer avec les femmes. Alors mon grand-père était quelqu'un de très droit. D'ailleurs, Gabin le disait, droit comme une barre. Il a rencontré ma grand-mère à l'âge de 8 ans et il l'a plus quittée jusqu'à sa mort. Mais non. Si, c'était un amoureux fou, un amoureux transi, un grand romantique. Transi peut-être pas, mais en tout cas, il aimait énormément sa femme. Lorsqu'il était en tournage, il écrivait une lettre par jour pour prendre des nouvelles. Voilà. Après... Vous avez gardé ces lettres? Vous les avez toujours? J'en ai quelques-unes qui sont très jolies et que d'ailleurs je ne rendrai jamais publiques et que j'exposerai pas parce que là c'est vraiment l'alcôve intime. Mais si vous voulez, alors peut-être comme disait Marie ou Cocteau, je ne sais plus, il y a peut-être eu quelques coups de canif dans le contrat. Je n'en sais rien. En tout cas, ça n'a jamais été rendu public. Il s'en est jamais vanté. Mon père, par contre, avant de se poser pour avoir des enfants, a été quelqu'un qui a eu la bougeotte du jupon tout de même. Voilà, Franck Fernandel, ça c'était quand même autre chose. Quant à moi, je vais vous dire, allons-y, faisons les 3 générations. Allez-y. Ah oui, allons-y. Mais j'ai toujours eu, plus ou moins dans les métiers que j'ai fait, plutôt dans l'ombre d'ailleurs, une réputation de dragueur, de collectionneur, parce que sans doute est-ce le côté méridional, avenant. Moi quand j'aime bien quelqu'un, je lui parle, je lui fais pas la gueule. Et comme j'aime à peu près tout le monde, si on est gentil avec moi, je suis plutôt avenant avec tout le monde. Et j'ai eu cette réputation. Mais c'est pas vrai du tout. Alors moi je suis un très très grand romantique. Moi. Je suis un grand sentimental. On est content. Valérie attend vos fleurs. On est content. D'ailleurs Valérie, dès demain je vous écrirai une lettre par jour. J'espère. Quand verrons-nous la suite de Allô Fernandel? Ça vous dit quelque chose? Allô Fernandel. Oh, c'était pas une série télévisée? Je ne sais pas, Yves. Moi, je ne connais pas. Moi non plus, je ne connais pas. Yves, donnez-nous des précisions. Stéphane nous dit, je pense que le plus beau duo était avec Bourvil, c'était magique. Et ils ont bien dû se marrer. Oui. De toute façon, c'était pas des tristes. Mais alors, juste avant, on papote avant l'émission en général, et vous nous disiez que votre père vous disait que vous aviez des points communs avec Fernandel de caractère. Oui, il paraît que j'ai des traits communs de caractère. Lesquels? La colère alors, mon père me disait, t'es comme ton grand-père, tu es définitif. C'est-à-dire que... oui, on a de la tolérance dans la famille, mais il faut jusqu'à un certain point. Il faut pas non plus croire que... Il ne faut pas croire que les méridionaux, parce qu'ils sont gentils et avenants, peuvent tout laisser passer et n'accordent pas une grande valeur à la confiance. Mais la confiance, pas la confiance qui se parle, pas la discursive, celle qui se prouve dans les actes. Et c'est vrai que le trait commun que j'ai aussi, c'est que je préserve aussi énormément le monde intime, c'est-à-dire ma vie privée. Et ça, c'est un trait commun pour tous les trois aussi, c'est que s'il y a bien une chose que nous ne goûtons pas, c'est les apparats du showbiz, la vitrine, tout ce qui est... en même temps, vous avez choisi d'être dans cette voie-là, dans la voie du spectacle. C'est lourd à porter comme nom, Fernandel? Mais alors c'est ça, alors je rebondis là-dessus parce que son vrai nom c'est Fernand Contandin. Et alors pourquoi vous n'avez pas gardé Contandin pour être anonyme? Est-ce que vous voulez exploiter la célébrité de Fernandel? Est-ce que vous voulez exploiter ce nom-là, votre père? C'est une excellente question. Je vais vous dire pourquoi j'ai pris Fernandel. Simplement parce que je trouve qu'il serait d'une hypocrisie terrible que de changer de nom lorsqu'on fait, non pas le même métier, mais qu'on reste dans la même voie, plus ou moins, que ses précédents. Je crois que les gens qui souhaitent changer de nom lorsqu'ils ont un précédent célèbre ont un problème de l'ordre psychologique, voire psychanalytique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vouloir faire ce métier, non pas pour devenir une star, moi je me montre de temps en temps, mais au moins je me montre, au mieux je me porte. On ne peut pas faire ce métier public, que ce soit très public ou un tout petit peu, et même si on ne vous voit pas du tout, en disant « je viens de nulle part, il y avait des gens avant moi, mais vous comprenez, je m'en cache ». Pour moi, il y a deux options. Lorsque on porte un nom connu qui a été porté avant vous, et que ça vous pose un problème, eh bien, les deux solutions, elles sont simples, il y a deux options, deux cases. Soit on va voir un psychiatre ou un thérapeute, ce qui est mon cas. Moi, je suis suivi depuis des années parce que faisant un métier avec des gens que je forme en théâtre, il faut que je sois impeccable intérieurement, sinon c'est pas bien. Ou alors, on change de métier. Mais aller sur les plateaux télé, aller à la radio, en pleurant... Non, mais on pourrait dire Vincent Contandin, le petit-fils de Fernandel. Oui, mais on me dirait... Contandin, c'est donc Fernandel. Et on irait dire, mais alors pourquoi ne prend-il pas le nom de Fernandel alors qu'en plus mon père l'a porté avant moi. Les enfants de Bourvil s'appellent Rimbourg et se communiquent sous ce nom-là.
C'est leur droit. C'est leur droit absolu. Et moi, je critique pas. Mais pour vous, c'était une évidence. Mais vous savez, les gens sont pas bêtes. Et puis, il faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Dire, ah oui, vous comprenez, je fais ce métier, mais je prends pas le nom parce que je suis malheureux. Et puis, vous en êtes fier? Mais c'est même pas tant de fier. Moi, j'aime pas tant que ça le mot fierté, mais j'en suis content. Surtout que c'est positif, c'est bien. Mon père l'a pris, moi je l'ai pris. Je me suis même pas posé la question en fait. Cette question, je me la pose pas. Par contre, la question que je me pose, c'est de me dire, par contre, un jour, j'espère pouvoir tout arrêter dans le show business et avoir la maison avec la biquette, le pantalon en velours, la femme que j'aime avec moi, un livre, et puis un film de temps en temps et être content. Alors, Yves nous dit, c'est une série qui avait été bloqué par la famille à l'époque. Est-ce que c'était par la famille? Je ne sais pas. En tout cas, s'il doit y avoir une suite, ça va être... vous renseignerez. La famille n'est pas au courant. La famille, en tout cas... Voilà, Vincent a beaucoup d'humour et prend bien la lumière. À quand les feux de l'amour de la rampe, pas de l'amour, pardon. De la rampe, c'est vous qui parlez d'amour tout le temps. Il a le physique du curé Castagneur. Ça lui irait bien. Voilà. Fernandel, Belmondo, que demander de plus? Oui. Et puis, pas faux, le petit côté Belmondo. Par contre, Macron, non. Voilà, ça fait débat sur les réseaux sociaux. Merci à vous tous qui écrivez les messages. Là, c'est gentil comme tout. Moi, je voulais parler de Don Camillo, qui a longtemps incarné Fernandel. Absolument. Est-ce qu'il était chrétien? Est-ce qu'il était très religieux ou pas du tout? Quand ça l'arrangeait. C'était un Italien d'origine. Bon, donc par conséquent, il y avait une éducation un petit peu judéo-chrétienne. Mais pas tant que ça. Mon grand-père mon grand-père croyait à quelque chose de supérieur, mais après il mettait pas forcément d'étiquette ou de nom dessus. Et on est tous quand même plus ou moins comme ça dans la famille. C'est-à-dire que moi, je crois en une chose, et je pense que c'était un peu le cas de mon grand-père et de mon père. On croit à une supériorité de l'univers. C'est-à-dire que moi, quand je vois à quel point nous n'avons pas conscience que nous sommes les invités de la nature, c'est la nature qui nous reçoit. C'est pas nous, c'est pas notre salon, le monde. C'est le salon de la nature. Et à quel point, les choses sont ce qu'elles sont actuellement. C'est un autre débat, mais il croyait en quelque chose de supérieur. Mais il avait par contre le grand respect des croyances des autres. Voilà. Mais il n'a jamais rencontré le pape grâce à ce rôle. Si, il a rencontré Pie XII, je crois. Ah ouais? Je crois qu'il a rencontré Pie XII quand il tournait Don Camillo. Et je crois. Je dis je crois parce qu'il me semble que c'est ce que m'a dit mon copain Pessis quand j'étais là. Et vous serez chez Jacques Pessis ce week-end. Oui, absolument. j'y serai ce week-end, mais j'y étais il y a longtemps. Vous l'avez déjà fait, voilà. On salue Jacques. Voilà, il est fun le petit-fils, donc Camillo, c'est toute mon enfance. Voilà, un comédien capable de jouer la comédie. On va écouter quand même, on va vous écouter vous en tant que comédien, les Fables de La Fontaine. C'est bien essentiel, vous croyez? On a un petit extrait, si. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Voilà, donc ça c'est aux éditions Fleury. Voilà, c'est un livre. On n'a pas entendu quand il commence à faire la cigale et la fourmi, mais c'est pas très grave. Je pense que le monde s'en remettra. Allez-y, c'est chez Fleurus Éditions. Donc on rappelle cette soirée spéciale demain. Je pense qu'il y aura beaucoup de nos auditeurs qui seront devant sur Paris Première, soirée hommage à Fernandel à l'occasion des 50 ans de sa disparition. Ce sera le 26 février, donc demain, jour pour jour, 1971. Donc à ne pas manquer, Ali Baba et les 40 voleurs, le documentaire Le Petit Monde de Fernandel et puis Topaz. Merci d'être venu nous voir. J'ai été ravi. Écoutez, on était contents. Allez, un petit coup de Félicie aussi avant de partir sur le générique, à la place du générique. Si pétant de merle, la rosée faisait des perles. Félicie aussi. Un clocher sur les tout proches, il avait une branche de cloche. Félicie aussi. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le